Bonjour, c'est Lisa Azuelos. Vous me connaissez peut-être pour mes films comme LOL, comme Tu es belle, Dalida. Entre mes films, j'ai décidé de faire un podcast pour vous présenter des gens que j'aime, ou des gens connus, ou les deux. Ou alors simplement partager ce que j'ai dans ma tête, et je vous jure, ça vaut le détour. Je t'appelle Céline, tu t'appelles Céline. Oui. Ça, c'est important. C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Mais je moi, me en suis fait, pas toujours appelée Céline, c'est moi, vrai. je ne connais pas Katsuni, en fait. Ouais. Je ne connais que Céline. Mhm. Donc, pour moi, voilà, c'est la première fois que je te rencontre, que je te vois. Et que après, j'ai lu ton parcours. Et c'est un parcours qui m'intéresse parce que c'est un parcours qui parle du corps. Et j'ai pas envie de dire mon combat, mais mon grand point d'interrogation pour moi, j'ai de la volonté pour tout, mais le corps me bat toujours. Le corps a toujours raison sur moi, sur ma faim, sur mon poids, sur mon manque de sport, etc. Et du coup, ton parcours m'intéresse parce que je sais que toi, tu as fait toute la gamme du corps aussi et j'ai envie d'apprendre de toi, en fait. Mais tu parles comme si le corps était une entité différente. Différente, ouais. Comme s'il était à distance. Tu sais, un jour, j'ai eu un prof de sport parce que j'essaye de faire... j'ai pas mal de coachs parce que sinon, j'y arrive pas toute seule. Et au début, c'était il y a 15 ans, 20 ans, et c'est là où j'ai pris conscience vraiment. Il me dit, c'est quoi le corps pour toi ? Je lui dis, c'est pour que les autres puissent me voir. Donc, c'est le corps image. C'est le corps... En fait, j'avais l'impression que moi, j'étais cette espèce d'entité comme de l'eau en ébullition, une espèce de pur esprit. Et on a mis des rideaux dessus comme un fantôme pour qu'on puisse le voir, quoi. Voilà, c'était ça pour moi, le corps. J'ai longtemps eu ce sentiment. C'est vrai aussi, ouais. À ton avis, c'est dû à quoi ? Ça peut être dû à plusieurs... il y a plusieurs raisons possibles. En tout cas, dans ton cas, il y a des personnes qui ont des événements, qui ont vécu des événements traumatiques, en tout cas qui ont vécu à un moment donné un événement qui a été douloureux, physiquement ou mentalement, émotionnellement, et qui, par mécanisme de défense, mais de manière plutôt involontaire, en fait, se sont mis à distance de leur corps pour ne pas souffrir davantage. Donc, ça peut être une manière de se protéger. Et beaucoup d'artistes, je pense, font ça, en fait. Beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes qui se confrontent à la douleur. Moi, je suis persuadée que les combattants de MMA ont des histoires qui doivent être bien, bien intenses. Et donc, c'est pratique, dans certains métiers, d'avoir cette capacité à utiliser son corps comme un outil, comme un outil artistique. Mais en même temps, c'est dangereux parce que ça veut dire qu'on ne va pas forcément être à son écoute. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de considérer que le corps est contre nous. Et pourquoi ça ne serait pas... l'inverse, et pourquoi ce ne serait pas ton allié qui te fait savoir justement qu'il a besoin de toi? Ça, je suis vraiment rentrée dans ce contact-là avec mon corps. C'est pas pour ça que je l'écoute. Tu le Mais je sais alors maintenant. Bah oui, je le maltraite parce que quand je mange des choses que je devrais pas manger, par exemple, et je suis au courant de ce que je devrais pas manger, et que je le fais quand même, et je le fais toujours entre 21h et minuit. C'est pas un horaire déjà où on doit dîner. Normalement, j'ai déjà dîné. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment de la surcharge. C'est vraiment un truc pour m'apaiser, sûrement une angoisse ou quelque chose. Et donc, il y a ce rapport... Comment toi, t'es venue, en fait... Tu raconterais comment ton parcours avec toi et ton corps, en fait, le moment en fait où tu t'es rencontré, le moment où tu l'as exposé, le moment où tu t'es rencontré dans l'intime, parce qu'en fait j'ai l'impression que la vie c'est cette espèce de danse un peu étrange entre l'intérieur et l'extérieur. Complètement, oui. Et puis, moi, j'ai longtemps eu ce discours comme quoi faire du X, puisque j'ai été actrice X pendant 13 ans, sous le pseudonyme Katsuni. T'as démarré à quel âge ? 21 ans. 21 ans, un âge où vraiment je manquais énormément de maturité, je n'avais pas très peu d'expérience sensuelle, sexuelle. Où justement je n'étais pas en contact avec mon corps, et pour moi le choix du X c'était une manière à ce moment-là de vouloir me le réapproprier. On entend souvent ça, j'avais besoin de me réapproprier mon corps, mais ça sous-entend aussi que il y avait une forme de dissociation déjà.
bien sûr. Donc on fait tous ce qu'on peut, en fait. Ça peut passer par le sport, par l'aspect artistique, par le travail, par le sexe, par plein de choses différentes. Et donc moi, à ce moment-là, j'ai fait ça pour vraiment expérimenter, ressentir. Aussi pour gagner en expérience, parce que je me sentais tellement introvertie, maladroite, que je me disais, bon, bah, je vais apprendre à être une superwoman du sexe. Et ça me donc, donnera un super pouvoir c'est ça, il y avait un peu de ça. Et puis le jour où je rencontrerai l'homme de ma vie, parce que derrière ça, il y avait quand même quelque chose de très romantique. Ça peut paraître absurde, hein, mais Non, 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 pas du tout. c'était... parce que le jour où je rencontre l'homme de ma vie, si je ne sais pas faire l'amour, si je suis ignorante, il va me laisser tomber. Donc il faut que je m'entraîne. À ton avis, combien de femmes ont ça dans la tête? Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein, on doit être au moins 92%. Oui, Quoi. oui, et j'accompagne des travailleuses du sexe qui sont justement en train de quitter leur ancienne carrière. Et souvent, enfin vraiment, le point commun, c'est que ce sont des femmes très romantiques qui, à un moment donné, ont été blessées, ont été déçues. Et donc, il y a ce côté foutu pour foutu. Puisque c'est perdu, en fait, je vais me réapproprier mon corps et être toute puissante et être indépendante et montrer que j'ai du pouvoir. Sauf que ça peut être un leurre parce que c'est quand même un métier où le corps est un outil de travail. Et donc, au bout d'un moment, le rapport au consentement, il est biaisé. Parce que dès lors qu'on fait quelque chose pour gagner sa vie, à un moment donné, on ne le fait plus vraiment par envie, on le fait parce que ça devient alimentaire. Donc, ça peut se transformer en forme de violence. Donc, pour moi, l'alliance avec mon corps, elle s'est faite justement quand j'ai arrêté. Quand tu as arrêté finalement de gagner de l'argent avec, pas que de gagner de l'argent, mais en tout cas quand tu as arrêté le X. Ouais, même si j'ai bien vécu cette carrière. Hein. D'ailleurs, ouais. Sans vouloir en faire la promotion, j'ai toujours dit que j'avais trouvé plusieurs formes de plaisir et que j'avais appris. Mais c'était pas la solution. En fait, il y avait une peur de l'intimité. Et ça, j'ai eu du mal à m'en rendre compte. Je sais que moi, c'est ça le problème. Hein. Le problème et la solution. Qu'est-ce que l'intimité représente pour toi, tu vois? Parce que c'est un espace, l'intimité. En fait, j'ai l'impression que l'intimité, c'est... Quand tu as dit intimité, je me suis vue en train de chuchoter au lit avec un homme. J'ai vu cet espace-là. Et en fait, j'en ai envie, mais je n'y crois pas. Mon cœur bat et se dit ce serait génial. Et ma tête n'y croit pas. Ma tête me dit, tu vas être trahi, tu vas être tabassé, tu vas être... Parce qu'il n'a pas envie que tu souffres. Ouais. Et donc cette part-là, elle est... En fait, ces deux parts, tu vois, qui ont tendance à se confronter, elles ont quand même un point commun, c'est que les deux sont de ton côté. Ouais. C'est quand même une bonne nouvelle. Il y en a une qui dit n'y va pas, tu risques d'avoir mal. Tu sais que ça peut faire mal, donc n'y retourne pas. C'est normal, on apprend de nos expériences. Ouais. Il y en a une autre qui dit ouais, mais t'es vivante, t'as envie de vibrer, t'as beaucoup à donner, à recevoir, ça serait chouette. Et donc, c'est comment faire en sorte de trouver une alliance entre ces deux voix qui, toutes les deux, ont le droit d'exister. Et là, ça pose la question aussi du choix du partenaire, de comment instaurer un rapport de confiance. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va choisir de partager son intimité avec quelqu'un ou pas? Alors, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est quand tu dis c'est le choix du partenaire, parce que force est de constater dans mon cas que j'ai toujours un peu choisi les mêmes partenaires qui ressemblent un peu, on va dire, à mon père, à savoir les prédateurs un peu pervers narcissiques. Hein, c'est ça que je connaissais. Ça, hein. C'est ça que je connaissais et j'ai toujours le bad boy, etc. Bon, bref. Et du coup, avant de choisir un bon partenaire, est-ce que tu penses, parce qu'il y a un peu ce mythe de tu rencontres à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Tu attires... Ouais. Tu attires ce que tu es à l'intérieur. Donc ça, tu confirmes que tu as pu... Oui, en fait... Je suis en train de toucher du doigt. Ça, toi, ça s'est fait comment un peu Parce que je suppose que tu as eu affaire à des partenaires un peu... Oui, donc j'ai eu mon expérience de pervers narcissique. Oui, mais ça venait... comment dire? On ne mérite jamais de rencontrer quelqu'un d'abusif et de violent, bien sûr. Mais il y a des parts de soi, malheureusement, qui peuvent contribuer à rencontrer des mauvaises personnes ou à maintenir une relation. Et ce qui est horrible, c'est que quand quelqu'un a été victime, d'autant plus si ça a été jeune, cette personne va intégrer le fait, quelque part, qu'elle ne mérite pas mieux.
Ou alors, comme elle a connu un système qui était déjà perverti, elle ne voit pas forcément que c'est anormal. Et donc, elle va reproduire ce qu'elle a connu. Parce qu'à un moment donné, elle a appris que être aimée, ça voulait dire être violentée, par exemple. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui, après avoir quitté un partenaire violent, vont retomber dans le même schéma. Donc, en fait, c'est vraiment un travail de deuil à faire sur un modèle. Et souvent, vraiment, la clé pour la plupart des problématiques, que ce soit les hommes, les femmes, on est tous égaux là-dessus, c'est l'estime de soi. C'est en fait à quel point on s'aime soi-même déjà. Parce que si on cherche à l'extérieur quelqu'un pour nous réparer, on lui donne beaucoup de pouvoir. Donc il y a des personnes qui sont bienveillantes, ça peut fonctionner. Il y en a qui ont le syndrome du sauveur, ils sont pas malveillants, mais ça peut instaurer une relation. Dans le triangle de Cartman, le fameux. Voilà, et c'est pas ça qui va rendre autonome. Et puis, bien sûr, il y a tous les prédateurs qui vont utiliser cette faille et l'exploiter. Donc, moi, je crois vraiment au travail du développement personnel à ce niveau-là, mais vraiment au sens émotionnel, mental, corporel, pour apprendre à se connaître, en fait. Je trouve que le travail du corps pour les femmes, peut-être sûrement pour les hommes aussi. Aussi, oui. Mais les hommes, ils vont, j'ai l'impression, dans le travail du corps beaucoup plus en force et beaucoup moins dans le ressenti. Enfin, parce que j'ai remarqué, parce que j'ai fait quelques stages d'intimité, etc., c'est à quel point... j'ai fait un stage, par exemple, où il y avait 3 femmes qui n'avaient jamais vu leur sexe. Ouais. Et il y a beaucoup de femmes, bon, c'est vrai que pour nous, c'est compliqué, il faut une glace, un miroir. Être contorsionniste. Ouais, être contorsionniste. Enfin, faut... si à partir d'un certain âge, en plus, tu vois pas bien de loin, donc il faut mettre des lunettes et un miroir grossissant. Enfin, bon, ça devient... oui, ça devient un vrai projet. Mais en fait, c'est même pas... Quand j'en parle à mes amis, on va dire lambda. C'est-à-dire mes amis qui sont OK d'aller chez le psy, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas aller faire un travail subtil sur le corps, sur leur intimité, sur est-ce qu'il y a plus que ça au niveau de la sensualité, de l'orgasme, comment marchent mes ovaires, comment marche mon vagin, comment marche tout ça. Mais en fait, très peu déjà savent, si tu demandes à une femme où est leur utérus, où sont leurs ovaires, avec leurs mains qu'elles mettent sur le ventre, elles vont même pas savoir. Peut-être au moins 80% des femmes. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on n'a même pas envie de savoir ? C'est une bonne question. Je pense que déjà dans notre éducation, en tout cas en France, parce que je pense qu'il y a d'autres cultures qui ont un autre rapport à la féminité, déjà, il y a une sorte de tabou, pas spécifiquement, mais il y a des cultures traditionnelles où vraiment déjà la question de la sexualité fait partie de la nature, ce qui est le cas d'ailleurs. Mais en France, il y a une sorte de paradoxe. Même en Occident de manière générale, c'est-à-dire que le cul est partout, mais qu'en est-il vraiment de la nature des choses ? Et quand on voit qu'on en est encore à discuter le fait qu'on puisse parler de sexualité aux enfants, non pas pour les inciter à passer à l'acte, ce serait inapproprié, mais juste pour leur dire voilà comment ton corps fonctionne. Voilà en fait comment les choses se transforment, voilà comment la vie éclot, voilà comment, comment définir la notion de consentement en se connaissant. Donc je pense que déjà il y a une histoire d'éducation, de conditionnement, et le sexe féminin aussi est plus interne, plus caché que le sexe masculin qui est, techniquement parlant... et non, mais il est à portée de main, j'ai envie de dire. Donc les hommes, en fait, déjà d'emblée, et même déjà enfants... Se connaissent, quoi. Les hommes se connaissent. Voilà, le corps est déjà moins... de par son anatomie, il est plus visible. Dans son fonctionnement, il est plus compréhensible. Pour celui d'une femme, c'est vrai que ça nécessite une curiosité et on ne va pas forcément l'encourager. Heureusement, aujourd'hui, on parle enfin du clitoris, de comment il est constitué, donc on avance quand même. Ouais, mais je trouve que c'est très axé sur se donner du plaisir toute seule. Enfin, tu vois, c'est sur l'orgasme et pas sur le senti. C'est comme si on se foutait du ressenti et qu'on allait directement... à l'orgasme, un peu comme si on se foutait du métier, et ce qui compte, c'est combien on va gagner, quoi. Oui, sur la finalité. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Je pense qu'on est passé en conscience de notre corps. Ouais. Alors, on parle de méditation en pleine conscience, par exemple, mais ça pourrait commencer déjà juste par le fait d'être en conscience avec son corps, sa respiration. En l'occurrence, le yoga est très bien pour ça, justement.
Mais souvent, j'avais dit à une amie, je lui avais dit, là, pendant que tu me parles, est-ce que tu penses à ton vagin? Elle m'avait dit, bah non. Et j'ai dit, mais en fait, c'est fou comme les hommes, toute la journée, pensent à leur sexe parce qu'ils s'assoient dessus, ils ne savent pas s'il va aller à droite ou à gauche dans le pantalon, ils ont peur que ça se voit ou que ça ne se voit pas. Enfin bon, ils y pensent toute la journée. Ouais. Et nous, si on y pense une fois tous les 15 jours en dehors, on l'oublie. Ouais. Et je trouve que ne serait-ce que juste de lui donner une place chaque jour, 5 secondes, c'est pas la même journée. Oui, ne serait-ce que... en ayant conscience de son ancrage dans son bassin, en contractant le périnée, en fait, sans parler même du sexe au sens sexuel, effectivement, c'est déjà d'habiter cette partie du corps qu'on a tendance à laisser en sommeil, en fait. À ton avis, ça donne quoi de la laisser enfin, de ne pas l'habiter? En fait, ça fait qu'on reste beaucoup plus dans le mental. Et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes vont consulter, par exemple, en disant « j'ai des troubles de la libido ». Mais parce qu'elles n'investissent pas cette partie de leur corps. Donc elles sont dans la tête, elles sont dans les idées, dans la projection, mais elles ne sont pas connectées à cette partie du corps. Moi, je bosse en hypnose dans mes séances d'accompagnement et j'aime bien proposer des scans corporels. Ouais. Et ce qui est flagrant, déjà, juste avec un exercice tout simple de fermer les yeux, de respirer, de visualiser son corps et de le sentir, beaucoup diront « Ah, tiens, c'est marrant, c'est bizarre, c'est comme si c'était coupé. J'ai la première partie, le haut du corps qui est vivant, et c'est comme si y avait une zone là qui n'existait pas ou qui n'était pas investie. Alors après, pour certaines, c'est parce qu'il y a eu aussi des grossesses difficiles. Il y a eu malheureusement beaucoup des violences sexuelles, mais pas forcément. Parfois, c'est aussi parce qu'elles n'ont pas appris, ou aussi parce qu'il y a une éducation qui fait qu'on leur a dit « non, ça se fait pas ». Ça, c'est vraiment... Ça fait beaucoup d'éléments. Ouais, je sais. Mais quand tu parlais du rapport aux hommes, à leurs organes génitaux, il y a un exercice aussi que je propose en formation, puisque je forme aussi des praticiens, où on leur propose de changer de sexe en hypnose. D'accord. C'est génial. Ah ouais? C'est génial parce que... donc, ils sont debout, les yeux fermés. Je les guide avec mon partenaire de formation. C'est une expérience assez rapide finalement, mais les hommes se laissent, s'imaginent voir leur corps se transformer en celui d'un corps féminin qu'ils imaginent, qu'ils projettent, et inversement, les femmes s'imaginent avoir un sexe masculin. Et en fait, quand on leur demande ce qu'ils ont expérimenté, alors il y a deux choses. Il y a des femmes qui vont dire « Oh là là, mais comme c'est encombrant, en fait, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? C'est fou, ça prend de la place. J'ai l'impression que à partir du moment où j'ai ça, je marche différemment. » Et bien souvent, il y a aussi « Ah, j'étais trop fière. J'avais l'impression d'avoir un pouvoir. J'avais l'impression que d'un seul coup, je ne craignais plus rien quand je marche dans la rue. » Donc c'est intéressant juste déjà, bien sûr, par l'imagination, de ressentir que son sexe est différent. Ça influence déjà le comportement et toute l'énergie. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils disent quand ils ressentent un sexe féminin? Vulnérabilité. Ouais, j'avais l'impression que tout le monde me matait. C'est bizarre, il n'y a plus rien. Ah ouais? Et en même temps, c'est chouette d'avoir une poitrine. Ouais, c'est-à-dire sur les seins, ils sont OK, mais sur il y a un manque. On va dire le trou en plus, cet endroit où je dis pas le mot trou au sens vulgaire, mais vraiment au sens quand on dit tu m'as troué le cœur. Tu vois, tu m'as troué le corps un peu. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour un homme qui doit être très douloureux à expérimenter. Et nous, de notre côté, j'ai l'impression qu'on cherche par le mental à oublier qu'on est troué là, alors qu'avec cet endroit, il y a aussi de la lumière et de la force qui peut passer. Et c'est aussi... c'est la prise de terre, en fait. C'est ça, et puis il y a deux manières de voir les choses. Est-ce qu'on se fait pénétrer ou est-ce qu'on absorbe l'autre ? Alors moi, j'ai appris ce mot, circlusion, que très peu de gens connaissent. Parce que, j'ai cette énorme théorie. Moi, j'ai l'impression que, en fait... je vais te la dire en deux mots, et puis je veux bien qu'on en discute un peu, parce que c'est vraiment... Ça m'obsède, je ne sais pas comment je finirai par y arriver, mais bon...
Je suis obsédée par le consentement, en fait, parce que moi, j'ai appris, en fait, à ressentir mon corps quand j'ai fait Vipassana, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est 10 jours dans le silence, avec 8 heures de méditation par jour. Dans les 3 premiers jours, c'est juste de sentir entre la narine et la lèvre supérieure. Donc, autant te dire que c'est un niveau de concentration où tu peux devenir dingue. Ouais. Et après, tu fais des scans corporels petit à petit. Et en fait, c'est comme ça que je me suis réapproprié ma vie et mon corps à travers la méditation sur le corps pendant 10 jours, avec pleurs et compagnie. Bon, bref. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, avant, je ne sentais pas. Et pour arriver à sentir, il m'a fallu 10 jours de silence, 8 heures de méditation par jour. Je pense que plein de gens ne sentent pas. Et consentir, ça veut dire sentir avec. Absolument. Et si on ne sent pas, on ne peut pas consentir. Ouais. Et moi, je suis très contre la phrase « qui ne dit mot consent ». Oh, quelle horreur. Elle est horrible, cette phrase. Pour moi, c'est comme « il faut souffrir pour être belle ». Ça rentre dans le même sac à poubelle. Oui. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, si on ne sent pas, on ne peut pas consentir. Et ça veut dire qu'en fait, on est dans un système... notamment le système capitaliste qui a été mis en place, qui est un système de pénétration sans consentement. Et qu'en fait, c'est un peu volontaire qu'on ne puisse pas consentir parce que le profit naît de la pénétration sans consentement. Que ce soit dans les sols, les marchés, on dit pénétrer des marchés, et puis on pénètre des femmes, des salaires, des trucs. C'est une conquête permanente, justement, avec cet outil entre les jambes, mais qui est aussi un outil, on va dire, de puissance. La bourse doit toujours monter. Enfin, tout doit toujours monter. Oui. C'est une société très viagraisée. De performance. De performance. Et du coup, c'est pas comme un grand complot. C'est presque, ça vient de la nature même des choses. Quand tu disais, un homme... se sont tout de suite plus vulnérables en femmes, et une femme sont tout à coup beaucoup plus puissante avec ce sexe au milieu. Et justement, quand tu dis est-ce qu'on accueille ou est-ce qu'on se fait pénétrer, je pense que c'est tout le système mondial qui doit passer de la pénétration à l'accueil. Et moi, j'aimerais arriver à ça, même d'un point de vue économique. Alors, autant te dire... Oui, parce que là, c'est en fait remettre en question la nature humaine, qui est la testostérone, c'est la conquête, c'est l'agressivité. Donc, à partir du moment où on glorifie la performance comme étant une valeur, ça ne risque pas de changer. En fait, je pense vraiment que le socle, ce sont les valeurs. C'est de là que tout part, en fait. Ouais. Donc, là, on est dans une société, comme tu le dis, qui valorise ça. Et qui le glorifie. Donc, pourquoi où est le mal, en fait? C'est... oui, c'est ça. Et puis, dans le fait de ne pas sentir, évidemment, que c'est beaucoup plus facile de dominer quelqu'un qui ne sent pas. C'est plus facile. Le divertissement, à un certain degré, il est aussi là pour abrutir. Souvent, j'ai lu cette expression il n'y a pas longtemps, c'est une arme de distraction massive. Mais complètement. Et d'ailleurs, le divertissement est une arme de propagande incroyable. Ouais. Donc, et le cinéma américain, d'ailleurs, en premier lieu. Hier encore, je disais à mon époux, je disais, mais quand est-ce qu'on aura enfin un grand film sur la culture amérindienne ou des années 80, par exemple? On n'a pas... On présente les Indiens d'Amérique uniquement à travers des gens basanés, les méchants face aux cow-boys, ou alors de manière complètement idéaliste, romantique, mais il n'y a rien là-dessus. Et on sent qu'il y a des sujets qui sont tabous. Donc le divertissement, c'est aussi une manière... C'est autant une manière de surstimuler les gens que de les abrutir. Et pour revenir au consentement, parce que là, tu ouvres plein de portes. Ça m'active. On va bien s'entendre. Je refais une passerelle par rapport à ce que je disais au départ, par rapport au choix du X. Ouais. Moi, je ne sentais pas mon corps à ce moment-là. Donc forcément, quand tu es jeune, tu n'as pas d'expérience, pas de recul, pas de point de repère de ce qui est bien, de ce qui est mal. C'est facile de dire oui, puisque tu n'as pas de point de référence, en fait. Et moi, pendant longtemps, je pensais que c'était normal d'avoir mal. Et je revenais d'un tournage et je disais je suis contente, j'ai pas eu mal. Ouais, mais maintenant que j'y pense, je dis ça aurait été bien que quelqu'un me dise, en fait,
durant mon adolescence que le sexe était important, enfin même sans parler de sexe, être touché par quelqu'un, ça devrait être agréable, ça devrait être quelque chose de doux, et en fait on a le droit de dire stop. Mais quand tu as Mais, intégré le fait que ça fait mal, ou forcément ton consentement il est biaisé. mais justement, par rapport à ça, moi, quand je parle de ça, on me dit oui, mais alors du coup, toi, ce qui t'intéresse, c'est le sexe vanilla. Il y a plein de gens pour qui c'est pas intéressant, etc. Et je suis un petit peu, je sais pas quoi répondre à ça, en fait. Mais c'est pas le même niveau de discours, je pense, en fait. C'est comme les gens qui vont s'arrêter aux pratiques sexuelles en disant ça c'est bien, ça c'est mal. Mm. J'ai eu l'occasion une fois de discuter avec des prêtres séminaristes et qui J'aurais voulu disaient être là. ah ouais c'était culte, et qui me disaient C'est- oui la sodomie c'est péché, ou la fellation. J'ai écouté. Là je crois que alors c'est bien, vous avez l'air plutôt bien informé de toutes les pratiques, et tant mieux. Mais je crois que là, vous êtes dans des détails. En gros, vous êtes un peu à côté de la plaque. Enfin, j'aurais dit poliment. C'est pas la question de la pratique sexuelle, de est-ce que c'est à genoux, debout, avec un pied levé, ou est-ce que c'est vanilla, ou est-ce que c'est BDSM avec de l'agressivité. C'est pas le problème. C'est surtout avant tout où en sont les deux partenaires qui se rejoignent dans cet acte. En fait, est-ce qu'ils dansent la même danse? On peut très bien danser la salsa, mais si on est avec un danseur de tango, ça ne matche pas en fait. Donc c'est avant tout une histoire d'énergie et d'écoute mutuelle. C'est pas une histoire de vanilla ou tu vois, de pratique extrême. Et le BDSM est un très bon exemple Ouais. d'ailleurs du respect du consentement. Bah, c'est presque le seul, en fait, que je connaisse. Ouais. Parce que, parce qu'en fait, tu es obligé, dans des pratiques BDSM, Mmh. de dire ça, ce sera OK. Là, il y a un mot pour dire ce sera Mhm. pas OK. Moi, je fais ci, mais je fais pas ça. Enfin, les choses Ouais. sont très claires. Et en fait, là où j'aimerais arriver, mais même pour moi, c'est pas toujours évident, et même aujourd'hui où je vais presque avoir 60 ans, euh, et j'ai couché avec beaucoup de gens, c'est pas évident de dire, Mm. bah voilà, moi ça va être plutôt comme ci, Mm. comme ça. Comment on se parle? Et en fait, pour moi, c'est pas tellement intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, j'arrive vraiment à parler parce que j'ai fait des séminaires de tantra où j'ai surtout appris à dire oui et non, hein. Ouais. Grosso Mais, modo, mais le c'est tantra, on me dit qu'est-ce fondamental. que c'est le tantra? Je dis à peu près, t'apprends à dire oui et t'apprends à dire non. Mm. Voilà. Et t'apprends à sentir oui et à sentir Oui. non. Oui. Grosso modo, c'est ça. Mm. Et les gens sont, ah bon, c'est tout, c'est pas des trucs où tu couches. Je dis, ben, après, tu fais ce que tu veux, mais Mm. sentir oui et non. Mais les jeunes qui mangent du porno depuis qu'ils ont environ 10-11 ans, Mm. et c'est pas le même porno qu'à ton époque, c'est pas que j'en regarde beaucoup, mais Mm. malheureusement et malgré tout, je suis au courant de ce qui se passe. Mm. Et c'est terrifiant, puisqu'à à peu près 100% des enfants de 10 ans voient du porno. Ouais. Donc pour moi, c'est un viol. Hein, Mm. C'est une violence, c'est c'est évident. une violence. Il y a plein de jeunes gens qui me disent ouais, mais bon, moi, je vais pas demander à une nana avant si elle est d'accord, ça tue le truc. Ou alors, enfin, tu vois, qu'est-ce que je peux dire à ces jeunes, souvent, qui viennent me voir et qui parlent un peu de ça ce Mm. serait quoi un peu ton, Je pense que ton déjà, expertise ou ton conseil ou... je le fais en fait, je fais des conférences préventives par rapport aux parents et aux enseignants avec une association qui s'appelle l'Open et qui parle de prévention justement vis-à-vis des contenus digitaux, dont les contenus pornographiques. Donc on leur donne des clés. Et vraiment, la première clé d'un adulte à un enfant pour l'accompagner, c'est de toujours lui faire savoir qu'il y a un espace de dialogue, qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Ça, c'est hyper important, parce que quand l'enfant ou l'ado sent que la question va gêner, susciter un dégoût, de la colère, ou enfin une réaction vive, c'est normal après en fait qu'il abandonne, parce qu'il intériorise le fait que c'est mal, ou il va avoir honte. Et qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va se tourner vers les copains, ce qu'il va trouver sur Internet comme étant des références. Donc c'est hyper important de garder le dialogue et de faire savoir qu'il n'y a, voilà, il y a pas de mauvaises questions, au contraire, encourager cette réflexion-là. Et même avant de parler de contenu pornographique, parce que forcément c'est normal que ça mette mal à l'aise les parents, c'est déjà de questionner sur des sujets beaucoup plus ouverts. C'est, écoute,
tu as Internet, tu as ton smartphone, tu vas forcément, à un moment donné, être exposé à des contenus qui vont te questionner, qui vont te mettre mal à l'aise, qui peut-être vraiment vont t'interroger, ou peut-être ça va susciter des émotions étonnantes. Ou du désir. Tu vois, et ça va être, on en parle. Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui, par exemple, qui t'a interrogé de manière large? Déjà sur les contenus de manière générale, parce que la violence, elle n'est pas que dans les films X, elle est sur les réseaux sociaux, aux infos, Partout, elle est partout. Les films. Donc déjà ça, en fait, de savoir qu'il y a un espace de parole, développer le sens critique aussi, de dire, tu sais, ce que tu vois, c'est fait par les adultes, bah ouais, c'est vrai, mais parmi les adultes, il y a plein de gens, en fait, qui sont pas forcément soucieux de ce qu'ils vont véhiculer. Donc voilà, déjà, ne prends pas ça pour quelque chose de forcément réel. D'autant plus quand tu regardes des vidéos, c'est souvent une histoire qui est racontée, c'est souvent du show, il peut y avoir des montages. Donc, et concrètement par rapport au film X, de dire c'est un spectacle pour adultes. Et c'est pas un tuto pour apprendre à faire l'amour. C'est pas la même chose. Après, dans le cadre de la relation, je pense vraiment que l'une des clés, c'est prendre son temps. Avec qui, en fait, quel être humain je suis au moment où je vais partager mon corps, en fait. Ça vaut le coup, en fait, d'apprendre à se connaître. Mais il y en a aussi qui vont être dans le côté pulsionnel, qui vont dire, moi, je m'en fous, en fait. Je suis sur Tinder, donc, au bout d'un moment, je cherche pas l'homme ou la femme de ma vie. Mais c'est pas parce que c'est une aventure d'un soir que le consentement n'a pas sa place. Donc là, c'est plus subtil, je reconnais, et ça va être tout le langage corporel. Se regarder... Les gens n'osent pas se regarder, c'est ce qu'il y a de pire pour eux. Parce que c'est intime. Ouais. Mais tout déjà se dit ici dans le regard. Si on ne se regarde pas, ça veut dire que chacun est de son côté, à se planquer. Et là, le risque, c'est justement d'être complètement à côté de la plaque. Et puis de faire les choses uniquement pour soi aussi. Et potentiellement de blesser l'autre. Donc se regarder, respirer ensemble. Moi, j'aime beaucoup la comparaison avec la danse, le tango. Ouais. Quand on danse ensemble, même si on ne se connaît pas, on prend le temps de se regarder, de se connecter par le cœur, de sentir qu'on est synchro. Et faire l'amour ou même baiser, c'est une forme de synchronisation. S'il n'y a pas cette recherche-là, le risque, c'est de se diviser et ça peut faire quelque chose de... Ça peut être une très bonne séance de cardio, mais on peut faire du crossfit pour ça. Il y a un chiffre que j'ai lu hier qui était que 17% des 17-30 ans hommes aujourd'hui sont vierges. Ce qui est énorme. Enfin, je ne m'attendais pas à un chiffre pareil. Je pense que dans les années 80, c'était beaucoup moins. Donc, je me dis, c'est fou quand même que plus il y a le choix de nana, plus le marché du sexe est étendu, moins on fait l'amour. Donc, il y a quelque chose là qui ne va pas et je n'arrive pas à expliquer ce que c'est. La deuxième chose qui me fait questionner, c'est les jeunes filles qui se disent, si je ne suis pas considérée comme bonne, ça va se savoir. Donc, je vais caler mes positions, n'importe quoi, sur ce que j'ai vu en mode porno qui sont malgré tout un peu les seuls tutos sexuels. J'en connais pas, moi, des tutos sexuels. Alors, ça existe des sociétés de production qui font des films X éthiques avec une dimension éducative, mais ce sont des contenus payants. Or, les gens vont se tourner vers ce qui est gratuit. Ah ouais ? Mais ça existe. La pornographie est très diversifiée aujourd'hui. Ça bouge quand même. C'est beaucoup plus varié en termes d'orientation sexuelle, d'inclusivité, d'éthique. Mais c'est payant. Ah, ce qui est éthique et payant, il faudrait du... Oui, en fait, il faudrait surtout il ne faut pas tant que ça. Dans un tuto sexuel, on peut le faire... une journée de tournage, on peut apprendre plein de choses déjà. Les contenus d'Erika Lust qui sont réputés pour ça. Le problème, c'est qu'en France, la loi n'est pas appliquée et on laisse les sites porno à la vue de tout le monde. Parce qu'il y a d'autres pays où c'est différent ? Bien sûr, il y a des pays qui font en sorte que les sites soient fermés. De toute manière, en fonction aussi de la religion. Il y en a pour qui la tolérance, c'est 0. Donc, c'est possible.
Sauf que nous, on ne le fait pas. Comment, Donc, on se comment ils plaint. font? Parce que moi, c'est la seule chose que j'ai demandé à Macron quand je l'ai Ouais. rencontré. Ah ouais. Je lui ai dit, écoutez, on était dans un séminaire pour les femmes, enfin, chez le truc. Et puis je lui ai dit, mais vous savez, pour vraiment... c'est un peu tard déjà de s'occuper des femmes plus vieilles. Mettez la carte de crédit avant les sites porno. Enfin, Oui, bien sûr. Mais comme, là, comme pour la Française bien des Jeux. sûr. Et en fait, ça a été bloqué au Sénat Ouais. par ATD Carmonde. Parce que parce qu'il fallait protéger les gens qui n'avaient pas de revenus. Et j'ai dit, d'accord, on protège les gens qui n'ont pas de revenus par rapport à tous nos gosses. Oui, C'est puis chelou, protéger les données personnelles. Mais alors, c'est marrant parce C'est que tout tout le monde est ouais. sur Facebook. Ouais. Tout le monde livre ses données à cœur joie pour être sur les réseaux sociaux, là, il n'y a pas de problème. Et d'un seul coup, sur le porno, c'est « Ah bah non, je veux pas que mes données soient diffusées ». C'est extrêmement hypocrite. Ouais. Je crois que l'Australie, là aussi, a interdit l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. C'est possible, mais ce n'est pas appliqué parce que c'est aussi beaucoup d'argent. Et Ouais, puis, bien sûr. mais en France, on est en retard. C'est comme pour la notion de consentement sur les tournages de cinéma. Je suis coordinatrice intimité là, depuis peu, donc tu vois, on est vraiment dans au cœur du consentement. C'est un métier qui est réglementé évidemment aux États-Unis. Alors là, ils sont à la pointe par rapport à ça. Il y a tous les centres de formation. Il y a plein de pays anglophones qui imposent le métier de coordinatrice intimité sur les tournages. En France, ce n'est pas imposé, il n'y a pas de centre de formation, n'importe qui peut s'autoproclamer coordinatrice d'intimité. Donc en fait, on n'arrête pas de parler du mouvement MeToo, mais en même temps, il n'y a rien de concret pour justement éviter que des abus se reproduisent. C'est très français. On manifeste, mais on ne fait pas passer les lois. Non, mais surtout, même quand les lois sont passées, on les applique pas. C'est ou ça, on s'en fout. donc parce que... il y a un décalage, mais je repense aussi à ce que tu viens de dire par rapport aux hommes qui n'ont pas eu d'expérience sexuelle ou les jeunes femmes qui s'imposent une sorte de chorégraphie là, de position. Le point commun, c'est le rapport à la performance et la peur de ne pas être à la hauteur. Hein. Ouais. J'en reçois des hommes en séance, plus d'hommes que de femmes, même si j'ai de plus en plus de femmes. Et vraiment, il y a une pression énorme parce qu'ils ont intégré le fait que c'était à eux de prendre l'initiative, de gérer le rapport. Et en gros, gérer le rapport, ça veut dire avoir une érection. Quoi, ouais. Voilà. Donc, je bande, donc je suis. Mais si je bande pas, qui suis-je ? Je n'existe plus. Il y a des femmes qui ne sont pas tendres non plus. Hein. Dans les nouvelles générations, comme elles ont été, entre guillemets, éduquées au porno, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit qu'un mec, s'il a envie, c'est tout de suite, il est vaillant, hyper membré, et ça y est, quoi. Ouais, mais dans la vraie vie, un homme, mesdames, mesdemoiselles, pour rappel, ils ont aussi des émotions. Ils ont aussi peur d'être vulnérables, ils ont besoin d'être rassurés, en fait. Donc, si tout le monde est dans une quête de perf, personne ne se rejoint, et ça fait des personnes qui ne sont incapables de partager un moment d'intimité, où le sexe devient une manière de se prouver, en fait, qu'on est à la hauteur. Mais c'est aussi castrateur. Le fait que tu dises ça m'a fait je sens la tristesse du monde quand tu dis ça. Parce qu'il y a besoin d'amour. Mais ouais, parce que moi, je reste... Enfin, ma boîte de prod s'appelle Love is in the air, tu vois. J'en suis là. Et puis vraiment, quand on me dit c'est quoi ta religion, je dis ma religion c'est l'amour. Enfin bon, je suis vraiment, mais pas l'amour forcément romantique, l'amour comme énergie en fait. Comment tout ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui va créer de l'amour. Ne serait-ce que comment je vais regarder mes pieds en train de marcher, tu vois. Mais ne serait-ce que ça. Donc et là, quand tu dis ça, quand je mets le mot performance, c'est comme le mot profit. Ce que je disais, le profit est l'ennemi du consentement, la performance est l'ennemi de l'amour presque. Enfin, ça, il y a un truc qui va pas, quoi. Et ça me fait de la peine parce que moi, dans les années 80, j'ai quand même eu... En plus, j'ai eu la chance, moi, de commencer à faire l'amour avant le sida. Donc carrément, voilà, c'était toute porte ouverte. On savait même pas qu'il y avait un risque. Pour moi, le sida est la chose qui a le plus changé les terriens. Hein. Ça a été jusqu'à présent, on risquait de donner la vie. À partir du sida, c'était la mort.
Et ça a été, je pense, pour la psyché humaine, quelque chose contre lequel il a fallu lutter. Et tout à coup, toute la morbidité, toute la peur de la mort s'est révélée chez les êtres humains après le sida, je pense, franchement. Et du coup, tout ce qui en a découlé après, dans l'économie, dans le divertissement, dans tout ça. Enfin bon, bref. Je te rejoins là-dedans. Je me disais, mais en fait, les hommes, quelle est la plus grande peur des hommes ? C'est la peur de l'impuissance, à mon avis. Oui, totalement. Enfin, je pense que tu me rejoindras là-dessus. Et je me dis, c'est terrible ce qu'ils ont à vivre, parce que j'ai une compassion énorme pour les hommes grâce ou à cause de ça. C'est qu'ils sont dépendants d'un organe indépendant. Et je trouve ça hyper dur, parce que justement, leur estime de soi, leurs valeurs, etc., dépendent de quelque chose qui ne dépend quasiment pas d'eux, quoi. En tout cas, oui, après, disons qu'ils en ont quand même le contrôle, mais moi je pense que l'aspect hormonal joue aussi quand même. On a tendance à... Comme chez les femmes, quand on dit les femmes sont folles. À chaque fois, quand je vois des conflits, quand je vois l'actualité, je me dis, mais ça ferait quoi si on balançait un énorme nuage au-dessus de ces populations, où ils seraient tous shootés aux oestrogènes, et, tu vois, et si en fait la testostérone baissait à échelle planétaire, ça donnerait quoi ? Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de guerres. Il y aurait plus de guerre. Parce que c'est quand même très lié à la nature des choses. Mais après, et c'est ce qui nous différencie a priori des animaux, c'est qu'on a une conscience avec des valeurs. Donc il y a quand même la notion de choix. C'est cette phrase de Camus que j'ai lue il n'y a pas longtemps qui disait « Un homme, ça s'empêche ». Et j'ai trouvé cette phrase incroyablement forte, très bien résumée. Ouais. Et qui pourrait être une grande violence pour un homme à entendre, parce que justement, ils entendent tout le contraire, tout le temps. Un homme, ça doit, un homme, ça peut, un homme, le devoir. Ça... Tu vois, un homme, ça fait, un homme, c'est dans l'action. Pas ça s'empêche. Oui, alors il y a ça, mais il y a aussi... Enfin, il y a les deux pendants, en fait, pour l'homme comme pour la femme. Mais un homme, ça s'empêche, une femme, ça s'autorise. Ouais. Parce que les femmes que j'accompagne, tu vois, c'est vraiment la notion d'autorisation, généralement. Je n'ose pas. Mais tu penses qui les retient ? C'est le conditionnement, souvent. Hein. C'est comment dire, la définition. Peur, toujours. Mais c'est la définition qu'elles ont elles-mêmes de la place de la femme. C'est quoi être une femme ? Mais rien que cette question, déjà, hein, pour vous, c'est quoi être une femme ? Je sais pas. Et là, bon, il y a une description qui vient. Et ça vient d'où ? Mes parents, ma mère, ou je sais pas, dans la société on dit ça. Oui, mais vous, en fait, pour vous, c'est quoi être une femme ? Et là, il y a déjà, ne serait-ce que ça, déjà c'est un premier travail. Et pour les hommes aussi, c'est puissant. Moi, j'ai des hommes qui viennent me voir et qui sont parfois dans le discours, j'ai envie voilà, il y a des troubles de la libido dans notre couple, j'en peux plus, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et en fait, il y en a, je sens, qui viennent me consulter un peu comme pour avoir une forme d'autorisation. Sauf que moi, je ne prends pas cette place. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas gourou, je suis pas... c'est pas moi de dire, vas-y, c'est bien ou c'est mal. Vas-y, tu verras bien. Oui, j'ai fait du porno, forcément, où est le mal ? Non. Et la phrase la plus puissante, c'est juste de dire, vous savez, vous êtes libre. Et alors là, rien que ça crée déjà une réaction. Parce que pour certains, ça va être « Ah merde, je suis libre, donc je suis responsable. » Et moi qui voulais me dédouaner en me disant « Oui, mais quand même, c'est la nature des hommes. On a plus de besoins que les femmes. » Non, vous êtes libre. Donc, vous faites un choix qui aura des conséquences. Que décidez-vous ? C'est à vous de prendre ces décisions, en fait. Moi, je suis là pour vous accompagner, pour observer, en fait, justement quelle place vous allez prendre par rapport à ce choix. Et pour d'autres, ça va être une lumière. C'est « Ah merde, j'avais oublié que j'étais libre. » Et juste de se souvenir de ça, la plupart, ça va être « Vous savez quoi, en fait ? Non, je vais pas la tromper. J'avais juste besoin de me rappeler que j'étais libre. » Oh là là, c'est tellement puissant, ça. Et c'est... Mais moi, j'ai vécu ça dans mon mariage. Ouais. J'avais oublié que j'étais libre. En fait, la première chose que j'ai intégrée au moment où je me suis mariée, c'est « je ne suis plus libre ». Ouais. Oui, souvent, il y a cette image justement du mariage. Que représente le mariage ? Est-ce que c'est la fin de quelque chose ? Est-ce que c'est une célébration de quelque chose ? Moi, je me suis mariée au mois de septembre, là. C'est fou, j'étais la première à critiquer le mariage. Et à dire, oui, le couple, c'est pas pour moi. C'est bon. Qu'est-ce qui t'a fait basculer ? Est-ce que tu pourrais
visualiser ça, ou alors c'est vraiment petit à petit, et tu vois, comme la neige tombe tout à coup, hop. Non, en fait, c'est une évidence. C'est-à-dire que le mariage a vraiment été une célébration de quelque chose qui est déjà sacré. Où vraiment, il y a une dimension sacrée, pas au sens religieux, mais vraiment au sens, euh, on s'unit pleinement. Il y a vraiment une notion d'absolu. C'est une union des cœurs, des corps, de l'intellect. Et du coup, le mariage a été ouais, une fête par rapport à ça. C'est une manière aussi ouais, d'ancrer en fait cette union-là. Mais toujours en étant consciente que bah, nous sommes deux individus et que rien n'est acquis et que voilà, c'est pas ça y est, on est mariés, on s'installe là-dedans. On est deux êtres en évolution quand même. Donc, bien sûr, on ne sait pas comment ça sera dans plusieurs années, mais on en revient à la conscience. Ouais. Être en conscience de son corps, de ses besoins et de ses limites, de les exprimer et aussi être à l'écoute bah, des besoins de l'autre. Et ce qui sépare souvent les couples, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus cette conscience-là, ou peut-être même qu'elle n'a jamais été là. Donc il y a Je de pense qu'il l'habitude. y a beaucoup de... Enfin, pour rire un peu, je disais ça, mais je disais, en fait, je trouve que les hommes sont beaucoup plus mignons que les femmes par rapport au mariage, parce que une femme, à partir d'un certain âge, elle veut des enfants, elle veut pas un homme. Mhm. Donc elle va... En fait, elle s'en fout un peu du mec. Ce qui compte, c'est qu'elle ait des enfants. Un homme va jamais faire des enfants. On s'en fout. Il veut d'abord une femme. Souvent. Oui, souvent. Et du coup, À il moins qu'il cherche choisit une mère de vraiment... substitution. Ouais. Bon, en général, la Oui, femme oui, qui oui. veut, c'est une mère de Oui. substitution, voire une femme de ménage de substitution. mais il cherche d'abord la femme, Mm. alors que la femme cherche les enfants. Et du coup, je trouve que il y a quand même... je vois beaucoup, beaucoup de femmes qui se résignent à partir de l'âge de 30, 35, n'importe qui, mais il faut quelqu'un pour avoir des enfants. Mhm. Et du coup, quand tu dis il n'y a pas cette conscience, il y a quand même la conscience que j'ai besoin d'être mère. Parce que autant qu'est-ce qu'une femme, c'est difficile à répondre, autant qu'est-ce qu'une mère, alors là, tout le monde va se répandre, quoi. Ouais. Et c'est... Hier, j'ai eu une discussion assez intéressante avec ma fille et un copain à elle, et je me suis fait traiter de réac d'ailleurs, hein, ce que j'ai bien aimé, mais je leur ai dit j'aimerais bien moi que j'aimerais bien ouais, j'aimerais bien que il y ait 15 mots qu'on n'utilise plus dans la langue française. Je crois que je vais militer pour ça, dont réac, parce que comme ça oblige à avoir un vrai débat, tu vois, parce que réac ça ferme le dossier. Et je leur disais mais je trouve que les êtres humains ont été très paresseux dans faire le chemin de l'homme vers la femme. En fait, là, ils étaient en train de glorifier, ils disaient, ouais, moi j'ai plein de copains qui ont essayé de coucher avec des mecs. Bon, maintenant ils savent qu'ils ne sont pas vraiment homos, mais au moins ils ont essayé. Je dis, super, mais ils en sont où par rapport à rencontrer vraiment une femme et tout ça? Et en fait, ça les intéresse plus. Ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est d'être bi et de ne pas faire d'efforts pour aller rencontrer l'autre qui est un réel autre, dans le sens où c'est vraiment très différent un homme et une femme, quoi. Tu vois, c'est même tout le problème vient de là, quoi. Et mais c'est toute la beauté vient de là aussi. Et je leur rappelais juste ça. Je disais mais à quel moment dans notre histoire mondiale ça a roulé entre les hommes et les femmes? À quel moment on a fait l'effort de se rencontrer? Là, c'est là que je crois que le réac est tombé. Oui. Alors que finalement, j'ai l'impression que c'est... moi, c'est ce qui me rassure. Hein. Peut-être que ça va te rassurer aussi, je ne sais pas. Mais je crois que même si on ne s'entend pas forcément d'une génération à une autre, ce qui est plutôt normal, les choses évoluent très vite, hein, on veut tous la même chose, finalement. Comme n'importe quel être humain, on veut tous se sentir en sécurité, on veut tous se sentir reconnus et aimés. Et en fait, ça passe après par différentes formes. Et donc, en fonction des générations, il va y avoir des comportements, des tendances. Mais derrière tout ça, je pense que, tu sais, même si ça paraît un peu effrayant vu de l'extérieur, on se dit, mais oui, il est où le sens là-dedans? Oui, mais finalement, je pense que derrière, même s'ils n'en ont pas encore vraiment conscience, qu'ils ne le formalisent pas, ils ont tous envie de trouver leur place et à un moment donné de se sentir reconnus aux yeux de quelqu'un. C'est juste qu'ils utilisent des chemins, tu vois.
Ouais. De la même manière que moi-même, dans mon parcours, j'ai pu en choquer beaucoup, tu vois, en se disant, ah, je suis persuadée qu'il y a des personnes qui, enfin voilà, de 50, 60 ans, qui, lorsque j'avais 21 ans, disaient, ah là là, bah, c'est ça la jeunesse, s'approprier son corps et explorer, apprendre à se connaître, ça doit passer par du porno. Tu vois ce que... Ouais. Donc, C'est vrai qu'il y a eu... Moi, c'est une chose qui me choque aujourd'hui dans le porno, c'est que il n'y a plus de stars. Mm. C'est des appellations. Mhm. Un peu comme sur Amazon, quoi. Oui, oui, complètement. Tu vois, ouais. il y a une Amazonerie, Oui, c'est pas la bonne Amazon. ouais. Tu vois, alors qu'à ton époque, Mhm. il y avait des stars, donc que ce soit les hommes ou les femmes, étaient reconnus Mm. quand même dans leur personne, leur personnalité. Oui, Là, c'est anal, nanan, enfin, je sais pas quoi, et tu ouais. choisis. Et ça, pour moi, ça dit beaucoup d'aujourd'hui aussi. À ton avis, ça dit quoi? Alors pour moi, le point de bascule, c'est la télé-réalité et Ouais. Internet. C'est-à-dire que on est passé, et c'est valable aussi pour beaucoup d'autres célébrités. D'ailleurs, on dit plus influenceurs, hein, euh, parce qu'on est passé du statut, entre guillemets, star inaccessible, qui faisait rêver justement parce que cette personne avait des capacités, un physique, en tout cas un profil extraordinaire. Le fantasme venait de là. Moi, je me souviens d'ailleurs, quand j'étais au collège, c'était l'ère des mannequins. Ouais. Cindy Crawford, on les voyait, on se disait, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, elles sont inaccessibles, elles ne peuvent pas exister, ces femmes-là. Et ça faisait rêver. Ouais. Il y avait une dimension de rêve et de beauté. Et avec l'ère de la télé-réalité, c'est devenu la girl next door. Et puis ça a tiré quand même. Alors je dis pas tout n'est pas acheté là-dedans, mais c'est vrai que ça a aussi incité à casser cette distance, à jouer dans la proximité et de se dire en fait n'importe qui peut être connu. Et pourquoi pas moi? Donc forcément, enfin quand je dis pas moi, c'est le gamin de 14 ans ou la fille de 16 qui va se dire mais moi aussi j'ai envie d'être connue, donc je vais mettre des photos de moi sur internet et peut-être que moi aussi je peux devenir influenceur, influenceuse. Donc le statut a changé. Et, euh, et aujourd'hui, tout le monde a envie de reconnaissance et de regard, donc ça passe par le corps-image. Le corps-image qui va être surexposé, customisé, validé, et ça donne l'impression d'exister. Mais derrière ça, c'est le besoin d'amour. En tout cas, à mon sens. Ouais, bien sûr. Regardez-moi, validez-moi, dites-moi que j'existe et que je suis aimable, que je suis désirable. On en revient aussi à l'estime de soi. Donc, si on n'a pas d'estime de soi et qu'on place, comment dire, son existence dans les mains des autres, mais c'est un danger énorme. Parce que si les autres ne répondent pas, Ou s'ils sont malveillants. ou s'ils sont malveillants, ou si ça fonctionne à un moment donné, et puis après, du jour au Puis lendemain... les autres, aujourd'hui, en fait, c'est les GAFAM Bah, c'est ça, puis après, qui ciblent. Et puis après, il y en a d'autres, on est nombreux sur cette planète. Donc, il peut y avoir une heure de gloire, et après, plus rien. Et qu'est-ce qui reste de moi quand on ne me regarde plus? Bah, Personnellement, quand j'ai arrêté le porno, pour moi, c'était libérateur. De me dire, ah, on ne me regarde plus. Oh, génial, je ne suis plus personne. Je peux enfin exister. Je peux enfin revenir dans mon corps, mais pas justement le corps image, revenir à moi dans mon corps ressenti, tu vois. Donc je pense que la meilleure prévention, c'est d'éduquer les nouvelles générations, comme tu le dis, être dans le ressenti du corps, pour moi, l'école ne devrait servir pour qu'à ça aujourd'hui. faire en sorte que même s'ils sont dans une société d'image, bah, ils ne s'oublient pas en fait en cours de route. Parce que bah, ça va donner sinon des générations qui ne seront pas en mesure de donner leur consentement. Et alors là, Mais je pense que c'est un peu fait exprès. Mais bon, ça, c'est ouais, la petite théorie. Oui, oui. Parce que tu es plus facilement targetable en Ouais. tant que consommateur si tu sais pas consentir, quoi. Ouais, bien Si sûr, tu on est sais plus pas, facilement voilà. manipulable. Et pour moi, aujourd'hui, le grand... si je devais retourner au combat, je sais pas si je vais le faire parce que c'est bientôt l'âge de la retraite et que j'ai envie de me donner aussi Oui. du bon temps. Mais ce serait vraiment de faire en sorte que l'école devienne l'école de l'estime de soi et de l'apprentissage de soi au lieu de l'apprentissage des châteaux forts. Ouais, Et tu vois, tout aujourd'hui est en disque dur externe, tout le savoir est en disque dur externe. En revanche, le savoir interne, il peut être que interne. Et pour moi, l'école devrait se transformer en apprentissage de Ah, soi-même. mais Quoi. alors là, je te rejoins totalement. Hein. Enfin, c'est de mettre une forme de spiritualité, en fait. C'est pas une Et de histoire religion, physicalité, mais... parce Ouais, que c'est ouais, ouais. physique de Oui, se oui. sentir.
C'est aussi sentir mon émotion. Qu'est-ce que je fais de cette colère? Qu'est-ce que je fais de ce désir? Qu'est-ce que je fais de ce non-désir? Qu'est-ce que je fais de ma honte? Qu'est-ce que je fais de ma culpabilité? Qu'est-ce que je fais de ma liberté? Qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi. Là-dessus, la culture américaine, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont beaucoup dans le corps. Enfin, il y a beaucoup de danse, de théâtre, de chant. Et rien que ça, je pense que... Alors, même si c'est du show, je pense quand même que ça doit être aidant. Ah bah, ça change. Moi, c'est pour ça que je suis partie vivre aux États-Unis. Hein. C'est parce que, justement, ça a été l'endroit, moi, où je suis devenue plus personne et où j'ai pu devenir moi-même. Ça a été ma redécouverte un peu de moi. Et maintenant, je m'essaye sur le terrain français, qui est toujours le terrain le plus miné du monde pour moi. C'est obligé. C'est le pays des limites. C'est le pays des limites qui n'a pas de nom. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi. Écoute, c'était un régal. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté le Lisa Azelos podcast. Et si vous avez envie de me soutenir ou que vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner et ou en parler autour de vous. À bientôt. Merci beaucoup.